Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de Toto. Toto est un admin du Discord, il le gère avec moi à merveille et il met en place la blinde d'événements et est toujours très actif. J'aimerais le remercier et pour ce faire j'aurais besoin de vous. Toto a en effet commencé à stream depuis un moment sur Twitch et il stream presque tous les jours de la semaine à raison de plusieurs heures par jour. Seulement, il doit atteindre le palier des 50 followers pour pouvoir obtenir la nouvelle étape de la part de Twitch. Et j'aimerais si possible que vous alliez le follow. Le follow est gratuit comme vous avez fait pour moi. Je suis sûr qu'on peut lui offrir les 50 followers assez rapidement tous ensemble. Et rendez-vous ce soir ou demain pour un stream sur ma chaîne à moi sans faute. Vous avez tous les liens en description et vous êtes bien évidemment les bienvenus sur Discord aussi. De plus, je voudrais aussi remercier JL Jarks qui a fait des colos du chapitre que je vais utiliser dans cette vidéo. Il les a partagés sur le Discord et du coup je suis très content de pouvoir les utiliser, avec sa permission bien évidemment. Vous aurez un lien de son Twitter en description, donc n'hésitez pas à aller lui faire un coucou pour le soutenir pour son travail giga propre. Et maintenant, place à la vidéo. Après une pause du Shonen Jump, le magazine hebdomadaire publiant chaque semaine les chapitres de One Piece, on a dû patienter 2 semaines avant la sortie du 978 qui viendra confirmer certaines pensées et balayer d'autres idées. Le chapitre continue gentiment à présenter la suite des événements et vient nous révéler les chara-design et potentiellement quelques indices intéressants. Le chapitre n'est pas incroyable mais reste très bon dans son ensemble et c'est de tout cela dont nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Le chapitre se nomme l'entrée en scène des Tobiroppo et comme prévu, nous aurons donc l'introduction de ces personnages particulièrement mystérieux. La page de couverture, quant à elle, met en avant la résolution, je pense, des aventures de Beijing et sa Oh My Family à Dressrosa, avec les Risky Brothers pour lesquels ça m'a fait giga plaisir de les revoir. Ces derniers remercient alors BG et Gotti d'avoir sauvé Lola, alors que les sœurs jumelles continuent à discuter entre elles. BG, d'un grand sourire, montre encore une fois à quel point il peut être bienveillant quand il s'agit de la famille. Le chapitre commence avec la mise en place du plan de l'alliance alliée. L'eau plonge avec son sous-marin et une partie des fourreaux rouges sous l'eau et donne rendez-vous à l'entrée secrète tandis que les autres entrent dans Onigashima par l'entrée principale. Seulement, et comme toujours, le comportement de Law paraît particulier, un peu inquiétant et intriguant, mais je ne pense personnellement pas que Law puisse trahir les Mugiwara. Il a sûrement d'autres plans à mettre en place comme expliqué dans ma précédente review, mais je ne vois pas une trahison de sa part. Et Oda aime jouer sur le visage de Law très fermé qui peut laisser paraître à une pensée particulière derrière son expression, alors que Law tire toujours des visages pareils. Les autres navires, comprenant les Mugiwara, l'équipage de Kid, mais aussi les Minks, les samouraïs de Wano Kuni, se rendent, comme expliqué précédemment, à l'entrée principale d'Onigashima, où ils témoignent de la mise en place des festivités. Onigashima est bien différent que ce que l'on croyait en cette période de fête. Seulement, l'épée géante plantée au sol soulève pas mal de questions, et une discussion entre Oswin et le Yonko sur le Discord m'a fait réaliser à quel point le crâne et cette épée sont énormes. Mais, comme en témoigne l'incohérence Enma, nous savons que Oda est le premier à ne pas respecter les proportions dans son manga. Des fois, un personnage paraît immensément plus grand que ce qu'il est réellement, etc. Nous avons eu le cas avec Kaido, qui, lorsqu'il avait sauté de l'île Céleste, paraissait au moins 10 fois plus grand que Kid, alors que pas du tout. Kinemon demande alors à Denjiro si ce dernier n'a pas perdu la main. À croire qu'il a oublié l'entrée fracassante de ce dernier avant de se présenter comme un allié des fourreaux rouges. Denjiro répond bien évidemment que s'il n'était pas devenu plus fort durant ces 2 dernières décennies, ses actions auraient été vaines et inutiles. Et il est logique de concevoir, selon moi, que Denjiro et Ashura Doji soient potentiellement les plus puissants guerriers parmi les fourreaux rouges. 20 ans d'expérience en plus que ceux qui ont voyagé dans le temps, et nous avons pu témoigner de leur puissance, notamment qui paraît être très intéressante en tant qu'alliés. Et la scène sert un peu de retrouvailles émouvante aussi entre les 2 premiers vassaux qui eux sont restés pour l'attaque venant du front pour guider les samouraïs et les yakuza. Tous les alliés témoignent de l'absence de sécurité et du fait que les festivités ont commencé sans être interrompues, et comprennent alors que Kanjuro n'a pas encore fait son rapport. Puisque Kanjuro devait se rendre à Onigashima en volant et qu'il devait être assez près de l'île, je pense qu'il a dû faire le détour via Ringo afin de capturer Hiyori. Bien évidemment, cela reste théorique, car en vérité, les distances et le temps nécessaires pour couper la mer et traverser afin de rejoindre Onigashima à partir de Wano Kuni sont des informations qui ne nous sont pas données, et donc nous ne pouvons qu'estimer via la logique de ce que nous connaissons et de ce que nous voyons. Tout ça est suivi d'une page qui me fait extrêmement plaisir pour ceux qui regardent la majorité de mes vidéos et qui suivent mes reviews chaque semaine. Il
Ils savent que je me suis plaint du traitement du trio des faibles des Mugiwara. Plainte dans le sens où j'aurais préféré les voir en action, car c'est le moment pour moi de voir tous les Mugiwara puer la classe. Et c'est au tour du Zob dans ce chapitre, qui a l'air d'utiliser assez aisément du haki de l'observation, pour remarquer la présence du vigile à sa gauche alors qu'il regarde avec ses jumelles vers l'avant. Et il les endort avec ses plantes. Simple et efficace, je suis très content d'avoir un Usopp stylé comme ça et je suis satisfait pour le coup. Et j'ai hâte de voir les moments badass de Chopper et Nami pour la suite. Jinbei, qui vient ajouter de la jugeote aux Mugiwara, souligne un problème de marche pour eux, c'est-à-dire le camp de l'attaque au front. Car pour garder l'effet de surprise, il sera impossible d'amarrer et de dissimuler autant de bateaux. C'est ainsi qu'on peut témoigner de la détermination des samouraïs qui coulent leurs navires, car pour eux il y a deux solutions seulement, la victoire ou la mort. La fuite n'est pas une possibilité pour eux, renforçant cette idée que Kinemon est prêt à tout sacrifier dans ce combat, voire qu'il a déjà prévu d'y laisser la vie. Mais bien évidemment, il n'est en aucun cas question de couler le Sunny qui apportera Luffy à Loftail pour réaliser le rêve de Franky, et donc ils trouvent des endroits afin de cacher certains bateaux qui leur permettront de quitter malgré tout Onigashima. En traversant les ponts, les alliés se retrouvent habillés comme l'armée de Kaido. Il s'agit de la technique, le magasin de Kinemon, qui est assez surprenante pour le coup tant il n'a pas besoin de toucher quelqu'un et à quel point il peut dupliquer un nombre incroyable de vêtements. Cela est assez marrant de voir Kid, Killer et les Mugiwara habillés ainsi, et la case avec les Mugiwara m'a bien fait rire. Sanji comme d'habitude qui est tout amoureux d'une amie super sexy, Luffy qui trouve ça cool, tandis que Chopper se sent très fort, bombe le torse et croise les bras. S'il vous plaît, ce Chopper est juste incroyable. Seulement, la technique de Kinemon a bien évidemment des limites et ces dernières sont assez simples et pas si restrictives. S'ils enlèvent leur déguisement par eux-mêmes ou s'ils prennent des dégâts, ils reviendront alors à leurs vêtements de base. Pendant ce temps, et on peut remarquer la structure du chapitre qui est entièrement similaire avec celle du précédent, c'est-à-dire une première partie alliance, deuxième partie camp de l'empereur, et c'est bien évidemment exactement ce qui se passe ici. On se retrouve dès lors à Onigashima avec l'ambiance des grands jours, une ambiance de fête mise et tenue par Queen et Apu en tant que DJ. Queen fait l'appel des différents groupes de l'armée de Kaido avec une sorte de hiérarchie qui vient confirmer nos pensées. Les Waiters et les Pleasures sont les plus faibles, ensuite viennent les Gifters, puis les Shinichi, un groupe fraîchement introduit, le groupe d'élite des Gifters, ensuite les Tobiropo, les guerriers volants qui manquent à l'appel. Queen continue alors avec les Numbers et je reviendrai sur la hiérarchie entre les Tobiropo et les Numbers plus tard et pourquoi je pense que les Tobiropo sont d'un niveau équivalent voire supérieur aux Numbers. Et il termine avec des invités qu'on n'attendait pas spécialement, mais les enfants de Big Mom ont l'air d'avoir été non seulement mis au courant, mais qu'ils sont déjà prêts à participer à la fête et à cette alliance, et seront donc présents lors de la guerre, rendant encore plus compliqué le raid de Nigashima organisé par les Mugiwara et leurs alliés. Ensuite vient le moment qu'on attendait, enfin que j'attendais particulièrement, et c'est l'introduction des Tobiropo, avec leur car design, un groupe bien stylé ma foi, même si comme toujours, Oda nous surprend avec ses choix particuliers et des fois des personnages à proportions spéciales et pas forcément répondant aux critères des personnages charismatiques que l'on se fait de définition dans les mangas. Malgré tout, Oda saura nous faire kiffer et les rendre stylés, je n'en doute pas la moindre seconde. Nous terminons ce chapitre avec une double page présentant ces 6 guerriers volants avec 2 que nous connaissons déjà bien évidemment, voire même une troisième puisque Black Maria était, je pense, la professeure qui racontait l'histoire du shogun Orochi aux enfants afin de manipuler leur savoir et d'être pro-Orochi. Cette scène avait été introduite au début de l'arc Wano Kuni. Le groupe a l'air particulièrement marrant et on peut voir qu'il y a certaines complicités plus fortes parmi certains personnages de ce groupe et on peut considérer potentiellement Who's Who comme le leader et le plus fort des Tobiropo. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que si Queen tombe, ils pensent que l'un d'eux prendra sa place. Et c'est pourquoi je pense qu'il s'agit du groupe des pirates les plus forts après les calamités pour l'équipage de Kaido, renforçant l'idée que les Mugiwara devront les combattre tandis que les fourreaux rouges combattront les Numbers. Puisque les calamités et les Tobiropo sont égales à 9, le nombre de Mugiwara qui pourra les combattre. On peut remarquer que tous ont des noms liés à des jeux comme prévu, même s'il est possible que Sasaki soit plus un clin d'œil pour un designer japonais de jeux de société. Et ma vidéo sur les Tobiropo est bientôt terminée et sortira ce week-end, donc je reviendrai sur eux plus tard avec beaucoup plus d'informations et mon avis et une théorie bien évidemment. Nous arrivons à la fin de ce chapitre qui souffre, je trouve, de la pause imposée par le Shonen Jump. En effet, lorsque One Piece va en pause, j'ai toujours cette impression que Oda a prévu de nous hyper à la mort avec la pause afin de revenir avec un chapitre démentiel. Seulement, ce chapitre souffre du syndrome hebdomadaire. Cela signifie que lui, après 2 semaines, on n'est pas convaincu car on n'a pas eu notre dose de One Piece. Mais bien évidemment, il s'agit des suites des chapitres
chapitres qui sont magnifiques à lire en tome. Donc il ne faut pas se précipiter sur une critique négative pour ça, car le chapitre est bien meilleur qu'à première vue. Il est logique qu'on n'ait pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment, puisque nous avons les deux camps qui agissent en temps réel avant l'explosion pour le début de la guerre. J'ai pu voir que le groupe des guerriers volants a pu décevoir pas mal de monde, d'un point de vue chara-design, mais personnellement je trouve leur chara-design très réussi et j'ai un petit faible pour Ulti et sa franchise et Page One version humaine que je trouve super stylée. J'ai donc assez bien apprécié ce chapitre, même s'il me laisse sur ma faim, assez content de la mise en avant de Usopp et de l'introduction des Tobiropo. Mais toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. De notre côté, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche. Pour terminer, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Discord et Twitch et à aller follow la chaîne Twitch de Toto et le Twitter de Jarx pour les colos. Et si tu es un artiste et que tu veux mettre en avant ton travail, n'hésite pas à passer par Discord, je fais de mon mieux pour vous mettre en avant. C'était Yams, El Psy, Kongeru.